Très chers internautes, bonsoir et bienvenue dans votre récap du mois de décembre 2025. En quelques mots simples, le récap consiste à relever dans des émissions réalisées durant le mois des extraits ou des déclarations de notre invité exclusif et président du nouveau mouvement populaire, le président Bandakani, pour une nouvelle fois les analyser, les confirmer ou les enrichir. Comme vous l'avez certainement remarqué, le président Bandakani est installé. Président Bandakani, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonsoir, Madame Charlotte Djengele. Dans le cadre de notre émission RECAP, qui est l'une des articulations de nos différentes émissions. Je voudrais saluer les internautes, les abonnés, et profiter comme toujours pour remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent dans le cadre de nos émissions. Dans le cadre de la grande aventure numérique que nous avons lancée. Voilà, donc, nous n'oublions pas le cap, le véritable cap, la souveraineté numérique du continent. N'oublions pas ça. Tout ce qu'on fait là, c'est ça que nous avons, comment on dit ça, en back-office comme destination finale. Voilà, donc voilà, je suis heureux d'être à mon poste, comme je dis souvent. Voilà. Nous sommes aussi heureux d'être face à vous, président Bandakani. C'est toujours un plaisir d'être vous en prie. Face à un immense homme que vous êtes et qui a d'ailleurs un agenda très choisi. Donc pour nous, c'est un privilège, président. Président Bandakani, nous retrouvons à ce rendez-vous pour la récap, c'est-à-dire le condensé, quelques déclarations, quelques propos que vous avez eus sur nos plateformes numériques, NMP officiel, président Bandakani officiel, ou sur un médiateur qu'on appelle généralement Pan-African Media TV. Nous avons pu recueillir des moments forts, des déclarations fortes que vous avez eues à tenir lors de ces rendez-vous médiatiques pour les soumettre à votre analyse une nouvelle fois, les confirmer, les enrichir pour le bien de toutes ces personnes qui nous suivaient, qui n'ont pas certainement écouté durant la semaine ou qui ont écouté mais qui n'ont pas saisi les opportunités que vous avez laissées échapper lors de ces rendez-vous. C'est pour cela que nous nous retrouvons. Et nous allons commencer, président Bandakani, sans plus tarder, sauf si vous avez quelque chose à dire. Non, c'est un jeu. Le récap, c'est un jeu, récapitulation. C'est un jeu. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est sa vocation pédagogique. Bien sûr. Parce que la répétition, semble-t-il, est la mère des sciences. La mère de la pédagogie. De l'enseignement. Oui. L'enseignement. Je me livre à ce jeu volontiers. Ça me gêne pas, au contraire, ça permet même moi-même de redécouvrir des propos, des positions, des affirmations. Et somme toute, à la fin, c'est toujours un enrichissement. Donc voilà, je me livre à ce jeu volontiers, pour que ça soit utile à ceux qui nous suivent. Bien sûr, président Bandakani. Président Bandakani, vous avez affirmé dans une émission récente, il s'agissait de Face aux internautes récemment, vous avez affirmé que celui qui justifie le franc CFA justifie également le nazisme et Hitler, car la France n'a fait que transférer en Afrique tout le système monétaire nazi qu'elle a démantelé chez elle après sa libération de l'occupation nazie. Président Bandakani, cette déclaration a-t-elle vocation à démontrer l'urgence de la sortie du franc CFA? Bien sûr, puisque le franc CFA a des grands défenseurs sur le continent. Bien sûr. Voilà. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, mais qui n'est pas une surprise quand on connaît l'histoire de notre continent, quand on connaît l'histoire des luttes historiques à travers le monde. Donc, franc CFA a des grands défenseurs sur le continent. Nos affirmations doivent se baser sur des vérités historiques incontestables, sur des faits incontestables, sur des leçons historiques qui soient de nature à confondre ceux qui défendent le franc CFA
même si nous ne faisons aucune allusion sur l'évolution de leur position, puisqu'il s'agit d'un problème d'intérêt. Donc, le but de ce propos, c'est de mettre les Africains devant leur responsabilité, à savoir, est-ce qu'il est possible qu'un système monétaire qui a servi à exploiter la France, à piller la France, sous l'occupation allemande, peut libérer l'Afrique? C'est ça le problème. Le débat, il est là, de manière fondamentale. Bon, nous rappelons la nature nazie de ce système monétaire, d'abord pour des besoins d'information historique, mais surtout pour démontrer que l'anti-nazisme, qui a longtemps fait le lit d'une certaine fierté occidentale, européenne, est un mensonge, puisque on ne peut pas considérer que Hitler est le mal par excellence et faire la promotion d'une de ses créations les plus affreuses, puisque, je répète, ça, le système monétaire qu'on a dénommé le système du franc CFA en Afrique, était le système monétaire qui avait cours sous Vichy, c'est-à-dire la domination, c'est-à-dire quand la France était sous occupation allemande. Donc, il faut tout le temps faire ce parallèle pour comprendre la considération que la France a pour nous. Voilà. Donc, somme toute, on peut même dire que si les Français nous aiment trop, mais ils ne peuvent pas nous considérer autrement que les Français sous occupation allemande. Ce qui, en France, est l'horreur des horreurs et qui a justifié la grande résistance de De Gaulle. Si la figure de Pétain est une horreur en France aujourd'hui, si cette phase de la vie française est une honte, en particulier avec le fameux rafle du Veldiv, où on a livré les Juifs, on les a livrés aux Allemands, aux nazis. Donc, comment la France, qui nous apportait la civilisation, a pu se sentir très à l'aise en transférant simplement chez nous un mécanisme monétaire, un système monétaire qui a été créé, pratiqué en France sous l'occupation par des nazis. Il faut rappeler ça pour que les défenseurs du franc CFA sachent ce qu'ils défendent au-delà des intérêts qui les lient à ce système monétaire. Il faut que les gens sachent ce qu'ils sont en train de défendre. Donc c'est ça le but. Il n'y a aucun progrès, aucun développement ne peut surgir à la faveur de ce système monétaire franc CFA. C'est ça la démarche. Donc il faut en sortir. Maintenant, une fois qu'on a dit, on n'en sort pas le combat, on n'en sort pas la lutte, parce que même les Français se sont libérés des Allemands par la lutte organisée. Bien sûr que sans l'Afrique, elle n'aurait pas pu, mais c'est la lutte. C'est la lutte. De Gaulle a refusé. Il s'est engagé dans la résistance, comme on dit. Et de nombreux Français, avec lui, sont engagés dans la résistance. Donc c'est dans la lutte. Donc, première phase, refus de ce mécanisme monétaire, dénonciation vigoureuse de ce mécanisme monétaire. Après, on continue à dénoncer, mais on réfléchit maintenant sur les contours, tous les contours de ce que signifie sortir du franc CFA. Les contours techniques, les contours stratégiques, les contours politiques. C'est ça le travail qui est en train de te faire maintenant. C'est dans cette phase qu'on est, mais c'est pour sortir là. L'urgence de cette sortie n'est plus à démontrer. Président Bandakani, vous pensez que l'Afrique a la capacité et les moyens que vous avez déclinés tout à l'heure, le mécanisme politique, le mécanisme technologique et autres, est-ce que vous pensez que l'Afrique a déjà fait le mi-chemin pour arriver à cette libération totale? Mais c'est l'Afrique qui a inventé la monnaie. On n'apprend rien à la monnaie. Un pays comme le Cameroun avait la monnaie. Quand les Allemands sont arrivés, sur les côtes camerounaises, ils ont trouvé il y avait un système monétaire qui avait même parité avec le mark allemand à l'époque. Donc, nous ne découvrons pas la monnaie. Aussi vrai que
l'Afrique, mère de l'humanité, a commencé à faire l'économie avant tous les autres. Et elle a continué à pratiquer l'économie tout au long de l'histoire. Il est évident qu'en termes d'échange, en termes de monnaie, nous n'avons rien à prendre. Cela dit, l'impérialisme faisant, les empires s'érigeant, en particulier l'Empire romain, on a assisté à une nouvelle phase du développement de la monnaie dans l'histoire de l'humanité, qui s'est sophistiquée pour aboutir à un monopole sur l'industrie monétaire qui est dans les mains de quelques familles et de quelques classes. Donc, qui donc maîtrise le secteur. Et cela va aboutir à la création des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, etc., jusqu'au système SWIFT. Donc, il y a une intégration monétaire qui est la conséquence logique de l'intégration économique, de la mondialisation économique, etc., qui a créé les conditions d'une extrême sophistication et d'une extrême complexité des enjeux monétaires. Donc, on sait ça, il faut le savoir. Ce qui ramène à votre question, à savoir, est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui. Là où il y a des hommes qui se soucient de leur avenir, de leur vie au quotidien, il y a la capacité de gérer la monnaie. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut préparer techniquement, géopolitiquement, stratégiquement, l'avènement de cette monnaie. C'est dans cette phase que les pays africains sont, en particulier les pays de la zone franc. C'est ça, c'est dans ce travail-là, l'ES est à l'œuvre dessus. L'Afrique centrale est à l'œuvre là-dessus. D'ailleurs, les chefs d'État ont annoncé clairement leur décision de quitter le franc CFA. Donc, le vrai débat actuel, la réflexion, c'est est-ce que les conditions techniques sont réunies? Est-ce que les conditions géopolitiques sont réunies, stratégiques sont réunies? Donc, la vraie question, c'est de savoir à quel niveau on est. Bien sûr. C'est plus de savoir si on sort du franc CFA ou pas. C'est savoir à quel niveau de maturation on est dans la réunion de toutes ces conditions que je viens de soulever. Nous sommes très optimistes. Les Africains peuvent gérer les monnaies. Et ils l'ont montré par le passé, on peut gérer les monnaies. D'accord, Président Badakani, nous allons suivre dans le cadre... D'ailleurs, allez-y, Président. À votre permission, le catastrophisme, qui est l'apanage des classes historiquement attardées, qui défendent le franc CFA, tous ces politiciens qui défendent le franc CFA, ne doivent pas nous impressionner. C'est un catastrophisme politicien, réactionnaire. Ça ne doit pas nous impressionner. Sortir du franc CFA ne va pas causer un cataclysme, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ceux qui sont derrière, ceux qui sont tout le temps en train de justifier le maintien du franc CFA par les risques auxquels nous exposerons en sortant du franc CFA ne sont pas sérieux. Ils sont très attardés sur le plan historique et démontrent par là qu'ils ne sont pas à la hauteur des défis du continent. Donc, il faut le réaffirmer clair et net. Nous avons les capacités de gérer la monnaie à notre avantage, pour notre propre compte, pour développer non seulement nos économies, mais aussi faire évoluer le système monétaire au niveau mondial. Il y a tout cet enjeu-là. Voilà. D'accord, Président Badakani, merci beaucoup. Nous allons suivre dans le cadre de notre récap. Président Badakani, dans l'analyse et le décryptage de la situation confuse et consécutive au coup d'État manqué au Bénin, vous avez déclaré, je vais vous citer, le président Patrice Talon a embrassé la France parce que c'est la France qui l'a placé au pouvoir. Vous avez suivi en indiquant que le président Patrice Talon est un grand mafieux qui exerçait une tutelle sournoise sur la classe politique béninoise avec laquelle il avait noué des amitiés. Il a construit sa fortune en privatisant les actifs de l'État béninois dans des transactions mafieuses. Président Badakani, nous connaissons le niveau de renseignement que vous avez en tant que politicien, en tant que panafricaniste engagé, mais quels sont les éléments qui vous amènent à tenir cette déclaration-là à Mondio Vision, Président? Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un fait. Ces actifs s'évaluent à près de
Pas de 300 milliards de francs. C'était des actifs liés au secteur public béninois. Donc, on peut faire une émission spéciale là-dessus, je viendrai avec tous les éléments, point par point. Mais c'est un fait, ce n'est pas une discussion. Je ne le dirai pas à mon deux visions si je n'ai pas les éléments. C'est connu ce que je dis là, c'est un fait, c'est connu. Alors, que M. Talon explique d'où lui vient sa fortune. Qu'il explique quelle est l'origine de sa fortune. Il n'a pas de... Non, homme d'affaires, ça me le dit. Je dis bien origine de sa fortune. Alors, elle n'a pas d'autre origine que celle-là. Et c'est ça qui fait... c'est ça qui a fondé son influence, qui a fondé sa puissance, et qui lui a permis de jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui sur la scène politique béninoise, après qu'il ait commencé à jouer ce rôle dans l'économie de ce pays. Président Balakani, vous avez aussi déclaré que le président Patrice Talon est un agent de l'étranger. De la France. De la France. Dans quelle mesure, quels sont les éléments palpables qui vous amènent à déclarer cela, président? Regardez ses relations actuelles avec la France. Deuxièmement, regardez le rôle de la France dans son arrivée au pouvoir. Une fois au pouvoir, regardez son comportement et ses attitudes à l'égard de la France. Heureusement, une fois qu'il a fait main basse sur ce magot, c'est pratiquement avec la protection mafieuse de la France qu'il a pu protéger cette fortune-là. D'où la relation de protecteur-protégé qui le lie, n'est-ce pas, à des réseaux français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Président Bandakani... Vous remarquerez que la France, si engagée, entre guillemets, dans la lutte contre les biens mal acquis, comme si la France était un bien acquis, donc, n'a jamais un peu le temps d'enquêter sur M. Talon, comme par hasard. Les maîtres Bourdon, tous ces voyous-là, qui sont les spécialistes de la récupération des biens mal acquis en Afrique par les présidents africains, n'ont jamais gratté chez M. Talon. Peut-être, président, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves qui montrent non, que... si, je vous dis qu'il n'y a plus un débat là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas programmé une émission spéciale sur cette question-là. Je viendrai avec les éléments. C'est connu, ce que je dis là. C'est connu. C'est un fait, ce sont des faits, c'est connu. Président Bandakani, parlant toujours du président béninois, vous avez dit, toujours pendant la même émission, vous avez dit qu'il a insulté la grande geste noble panafricaniste. Il est coupable de crimes historiques et spirituels contre l'Afrique, notamment par ses déclarations révisionnistes sur la colonisation, sur l'héritage de l'Afrique, sur les grandes figures qui ont combattu, qui ont résisté pour que l'Afrique... Sur l'esclavage en particulier. Oui, sur l'esclavage en particulier. Vous avez qualifié cela d'insulte à toutes ces grandes figures, la président Bandakani. Et vous avez continué en disant que ces raisons, c'est une façon de vous paraphraser, ces raisons ont motivé votre soutien aux militaires patriotes qui ont résolu de mettre un terme au régime de Patrice Talon au Bénin. Oui, ben, si quelqu'un va à ce niveau d'anti-panafricanisme primaire, si quelqu'un va à ce niveau d'assumer un rôle d'agent de l'étranger, de façon aussi décomplexée, mais il est évident que quand les conditions de sa chute sont réunies, à quelque niveau que ce soit, il ne peut pas compter sur notre soutien, à la moindre des choses. Président Bandakani. Mais de là, ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État. Bien sûr. Voilà, ça va. Donc, M. Talon ne peut jamais avoir notre soutien en quelques circonstances, que ce soit, sauf si nous avons la preuve qu'en ces circonstances-là, il a vraiment changé. Même si, président Balakani, le coup d'État vise à déstabiliser l'ordre constitutionnel, président Balakani. L'ordre constitutionnel n'est pas une fin en soi. Démocratique, président. L'ordre constitutionnel n'est pas l'ordre constitutionnel, jeu démocratique ou pas, n'est pas une fin en soi, puisque une constitution n'est qu'un moyen pour développer un pays, pour garantir la dignité des populations, pour garantir un certain rang à ce pays dans le Conseil des Nations. La Constitution ne peut pas servir de cache-sexe à quelqu'un qui insulte le continent africain,
qui instructe l'histoire du continent africain et qui s'amuse à faire du révisionnisme sur un drame aussi grave comme l'esclavage. C'est ça le problème. Aucune constitution ne peut justifier ça. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas avoir notre soutien. Donc, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité à apporter mon soutien aux militaires qui ont voulu le renverser. Président Baraka, nous souhaitons que vous éclaircissiez une analyse qui peut passer, qui peut être récupérée par les spécialistes de la question, c'est-à-dire les professionnels en récupération. Est-ce que le panafricanisme encourage-t-il les coups d'État ou alors il fait le constat posteriori et prend position? Bon, ça fait plusieurs fois que j'ai clarifié cette position-là. Bon, je ne me fatiguerai pas de le faire. Mais je ne me trouve pas en situation de défense, je ne me trouve pas sur la défensive, hein, sur la défensive, quant aux questions liées à des coups d'État sur le continent. Moi, je ne suis pas sur la défensive. Je n'ai pas à me justifier. Nous n'avons pas à nous justifier devant la propagande française. Nous n'allons pas à nous justifier devant les anti-panafricanistes primaires, qu'ils soient des présidents ou tous ces agents que la France a fabriqués qui, sur Internet, déversent leurs insanités concernant le panafricanisme et les panafricanistes. On n'a pas d'explication à leur donner. Si explication nous faisons, c'est aux populations africaines. Il faut préciser ça. C'est aux populations qui peuvent être tentées par des démarches confusionnistes ou bien des affirmations confusionnistes en la matière. De ce point de vue, les panafricanistes n'ont jamais organisé un coup d'État. N'ont jamais appelé à un coup d'État. Bon, c'est mon cas. Jamais. Jamais. Nous ne croyons même pas que les coups d'État peuvent régler des problèmes politiques majeurs. Mais une fois qu'on a dit, les panafricanistes prennent acte des coups d'État quand ils arrivent. Et quand ils arrivent, notre rôle est de voir quelles sont les potentialités panafricanisantes d'un coup d'État. Est-ce que le coup d'État qui est en cours va dans le sens du progrès, d'un vrai progrès panafricaniste? Est-ce que le pays et la population ont de la perspective quant à la résolution de leurs besoins et la garantie de la dignité du pays et le respect, de la dignité des populations? Donc, voilà les critères. Autrement dit, quelle est la dimension historique de ce que vous appelez coup d'État? Voilà notre démarche. Bon, le cas de l'AES, c'est pas de commentaire. Donc, tout le monde sait dans quel état se trouvaient ces pays, respectivement parlant, avant l'arrivée de la dynamique militaro-populaire au Mali, pareil au Niger, et enfin, ce qu'on appelle coup d'État au Burkina. Chacun connaît dans quel état ce pays-là se trouvait. Donc, il n'y a pas de commentaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Il y a toute une vague. L'histoire de l'Afrique depuis les années 60, c'est aussi l'histoire des coups d'État. Mais les coups d'État étaient bons quand c'est la France qui les faisait. Quand c'est la France qui les téléguidait, c'était des bons coups d'État. Quand l'impérialisme occidental téléguidait les coups d'État à distance, c'était de très bons coups d'État. Et les putschistes étaient célébrés. Donc vraiment, on n'a pas de leçons à recevoir ni de la France, ni des francophiles qui ont sur le continent, qui découvrent le caractère dangereux des coups d'État lorsque ça se fait contre les intérêts impérialistes de la France. Voilà. On n'a pas de leçon à recevoir à ce niveau-là. Président Wadakani, nous retenons que vous avez dit que les panafricanistes n'appellent pas au coup d'État, ils ne soutiennent, ils ne font pas de coup d'État, les panafricanistes prennent acte d'un coup d'État. Président Wadakani... Mais je crois que ça c'est connu, hein, c'est un fait. C'est connu, mais c'est toujours important d'y revenir, Président Wadakani, pour éviter les... Je comprends votre démarche. D'accord, Président Wadakani. Président, dans une émission qui s'interrogeait sur la situation du panafricanisme qui serait à la croisée des chemins, vous êtes expressément revenu sur la situation militaro-politique du Bénin en affirmant, et je vais lire, « Le Bénin est sous occupation militaire française. La France a dupliqué au Bénin le syndrome ivoirien. Le président Patrice Talon est désormais un sous-préfet. » Président Wadakani, quelle est la conclusion qui découle de cette déclaration, président? Je ne conclus rien, c'est un fait.
je regarde une situation, je la définis, je prends acte. Donc, quand on voit la manière par laquelle M. Talon a été sauvé de ce coup d'État, ça te passe de commentaires. Non. Et le Bénin, à partir de ce moment-là, est sur occupation française. C'est un fait. Président Balakani, est-ce que le Bénin est désormais engagé? Ce qui on a officialisé, ce qui était vrai officieusement. C'est-à-dire que M. Talon a dit lui-même que le Bénin, il offrait de la profondeur. Une certaine profondeur pour lutter contre le terrorisme. Or, à qui a-t-il donné la possibilité d'avoir une profondeur au Bénin? Aux promoteurs par excellence du terrorisme sur le continent, la France. C'est quand même terrible. Et c'est un mot détriment des forces armées béninoises. À leur détriment. Elle allait même très loin en prenant des lois qui ouvraient l'accès aux forêts béninoises à la France et ses contingents terroristes. Donc, ça c'était officieux. Je ne suis pas le seul à le dire. Le président Tchani l'a rappelé suffisamment avec preuve à l'appui. Donc, maintenant, ce qui était officiel est officiel. Puisqu'on a vu ce qui s'est passé durant les jours où le pays faisait face à ce coup d'État manqué. C'est la France qui l'a rétabli, M. Talon. C'est un fait. Sous couvert du Nigeria. Bon, vous n'avez pas, même les Français l'ont reconnu, donc le débat est clos à ce niveau. Président, est-ce que vous êtes en train d'affirmer que le président béninois, Patrice Talon, a fait entrer le Bénin dans un nouveau cycle de recolonisation? C'est un fait. En plein 21e siècle. C'est un fait. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Il n'y a plus de débat là-dessus. La présence des militaires français, de l'armée française représente officiellement la recolonisation du Bénin. D'ailleurs, il faut voir que son révisionnisme anti-panafricaniste sur les questions de l'esclavage était en fait une légitimation du fait qu'il il y a pas longtemps qu'il est un sous-préfet de la France. Donc, il a voulu masquer ça derrière toutes sortes de discours révisionnistes au XXIe siècle. Sa récente sortie, c'est le vrai Africain au XXIe siècle, c'est incompétent, la compétence, des trucs comme la performance, la compétence. Il cherche un récit, il veut se fabriquer un récit qui peut justifier le fait qu'il ait honte pour le continent. Mais ça ne peut pas donner. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà, puisque le fameux coup d'État manqué a déshabillé M. Talon. Le roi a été nu devant la face du monde entier. Alors, tout ce qui va suivre là, cherchant à lui donner des vêtements extraordinaires, les vêtements de toutes sortes de sérieux, de dirigeants visionnaires, ça fait rire. Il n'en a ni l'air, que ce soit en apparence, que ce soit dans son propre fond. Voilà, c'est un sous-préfet. Président Bandakani, vous avez affirmé que l'ancien journaliste vedette de Radio France Internationale, le Camerounais Alain Foka, n'a toujours pas démissionné de ce média pour lequel il travaille encore. Vous avez qualifié cette dissimulation de sa situation professionnelle comme étant un complot contre le panafricanisme, car des figures totémiques médiatiques de la France-Afrique sont désormais recyclées comme des figures émergentes du panafricanisme. De ce qui paraît, président Bandakani, a-t-on affaire à une stratégie qui vise à remplacer les véritables panafricanistes par des agents infiltrés par l'Occident? Ça a toujours été ainsi. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été ainsi. On a toujours, à chaque fois que l'Afrique et les Africains se sont levés pour leur dignité, pour lutter contre les envahisseurs, les esclavagistes, les colonialistes et les néocolonialistes, on a toujours infiltré les organisations qu'ils mettaient sur pied pour les besoins de cette cause-là. Donc, l'infiltration, c'est la chose la plus normale chez les impérialistes et leurs valets locaux. Donc, de ce point de vue, bien sûr, M. Alain Foka, c'est un parfait infiltré.
Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Un pas fait effectué. L'objectif est-ce que l'objectif présent est d'essouffler les vrais panafricanistes pour, à la fin, céder le piédestal aux agents de l'étranger? Bien sûr, c'est l'objectif, la démarche. D'abord, positionner les faux panafricanistes et donner une visibilité de manière à ce qu'ils puissent diluer le combat. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ces options stratégiques sont bien écrites dans les documents stratégiques français. C'est écrit là, net et clair, sans cacher. C'est écrit. Et donc, dans ce sens, Président Bandakani, nous voulons vous bon, là, on est juste devant une mise en application. Voilà. Dans ce sens, Président Bandakani, nous voulons vous demander quelles sont les mesures que les panafricanistes doivent prendre pour que cette infiltration ne mette pas en mal réellement le combat qui est engagé et qui a déjà présenté les fruits de... Continuer à être très vigoureux dans la dénonciation, dans la sensibilisation et dans la diffusion de la pensée panafricaniste. Vous savez ça. Être très, très vigoureux. Vigoureux, je parle de vigoureux. Deuxièmement, parier sur le temps. Parier sur le temps. Rester ferme et cohérent et parier sur le temps. Il y aura toujours des événements qui vont les exposer. Et ça s'est vu. Bien ça sûr. n'a pas traîné. Ça s'est vu. Il y a toujours des événements qui vont les exposer. Donc, parier sur le temps et sur l'anachronisme historique dont fait preuve l'État français. C'est-à-dire à savoir qu'on peut lutter contre le panafricanisme en infiltrant le milieu du combat panafricaniste. Et quoi que ça suffirait à régler le problème. Non. Le problème, c'est la politique française en Afrique. Bon. Et comme la France, à ce niveau-là, est victime de malédiction, c'est-à-dire est otage de sa propre malédiction, nous ne s'inquiète pas. Le meilleur panafricaniste, par l'absurde, c'est la France. Et les pays occidentaux, de par leur politique à l'égard de l'Afrique. D'accord, Président Bandakani, et surtout merci pour vos éclaircies. Président Bandakani, vous vous êtes prononcé dans les médias sur les récentes consultations électorales en République centrafricaine. Vous avez déclaré que le président candidat, son Excellence Faustin Archange Touadéra, est crédible et il est le seul sur les séquelles politiques centrafricaines. Vous avez enrichi votre interrogation, Président, au regard de la situation militaro-politique. Vous vous questionnez comment est-ce que le président centrafricain a fait pour pacifier et stabiliser son pays. Président, en réalité, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a affaire à un militant du mouvement Cœur Uni, le parti du président Archange Touadéra. Nous savons que vous n'en êtes pas un président et c'est pour ça que nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous accordez autant d'estime? Quels sont les éléments qui vous amènent à accorder autant d'estime à la personne du président centrafricain, le président Faustin Archange Touadéra? D'abord, de tous les présidents que je connais, il est celui qui ne cache pas l'estime qu'il a pour nous. Aussi simple que ça. Il ne cache pas ça, il assume. Il a de l'estime pour nous. Il ne le cache pas. Et il le manifeste à chaque fois qu'il a l'occasion. Pourquoi voulez-vous que nous soyons insensibles à une telle démarche, là où d'autres ont honte de s'afficher avec nous? Il y a ça, d'abord, sur le plan affectif, sur le plan purement personnel. Ça, c'est rare. C'est rare. Maintenant, notre soutien au président Touadéra n'a rien à voir avec le militantisme du mouvement Cœur Uni. Pour la simple raison que le mouvement Cœur Uni s'occupe des problèmes, est un mouvement à vocation interne au Centrafrique. C'est un mouvement politique interne au landerneau politique centrafricain. Donc, nous sommes des panafricanistes. Et les critères de soutien n'ont rien à voir avec la politique politicienne interne aux États africains. Donc, de ce point de vue, le président Touadéra est un pionnier, l'un des pionniers au niveau institutionnel de la dynamique panafricaniste. Il est le premier à avoir assumé ouvertement un partenariat avec la Russie dans des contextes que nous savons. Deuxièmement, il a réussi à prendre l'État centrafricain de failli qu'il était pour, au bout de quelques années, l'élever au niveau où il est aujourd'hui.
il y a quel bilan? C'est un bilan élogieux. Sauf pour ceux qui ne connaissent pas le Centrafrique, sauf pour ceux qui ont intérêt à minimiser la situation de faillite dans laquelle se trouvait, le pays et les institutions du pays. Et ceux qui minorent ça ont des raisons claires. Vous allez voir, ce sont les agents de l'étranger, ce sont les impérialistes, eux qui vont « Oh, ce n'était pas un prétexte ». On connaît tous dans quel état le pays se trouvait. L'armée avait pour un moment 16 Kalash. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas d'armée. L'État ne contrôlait même pas Bangui. Même pas. Il y avait des lieux inaccessibles à Bangui même. Je pense que le mètre 5. Aujourd'hui, quand vous allez au Centrafrique, il y a un air de renaissance. Ce n'est pas seulement un air, ça se voit physiquement que ce pays-là renaît. Rien que pour ça, il faut le féliciter parce qu'il avait contre lui la France, la communauté dite internationale, avec son embargo militaire, avec son embargo sur les pierres précieuses du Centrafrique, diamants, pour ne parler que de ça. Il avait contre lui tous les milices, les rebelles, les milices armées par la France et portées par les réseaux locaux, etc. Toute une classe politique totalement parisianisée, à l'extrême, totalement parisianisée, un pays affaibli, des populations appauvries, éreintées par des décennies de guerre et de violence, qui pour la plupart étaient à l'étranger, particulièrement au Cameroun. Nous, on avait ici près de 700 000 Centrafricains ici, comme réfugiés, etc. Il y avait tout ça. Moi, je demande toujours comment il a fait. Comment il a fait? Ça demande un haut niveau de patriotisme. Oui, et d'intelligence stratégique, de sagesse, parce qu'il fallait naviguer entre des torrents très compliqués, extrêmement glissants. C'est ça, il a réussi à faire ça. Vous ne savez pas ce que signifie être le président d'un État failli dans les relations internationales. Vous ne mesurez pas ça. C'est très compliqué. Et surtout que cet État failli, il est failli peut-être sur le plan financier, mais quand vous avez encore le malheur d'avoir un sous-sol extrêmement riche, c'est terrible. Je vous renvoie à son discours à Doha, le sommet de Doha, sur les pays moins avancés, les pays pauvres là. Il faut aller écouter son discours. Dans les dernières assemblées générales de l'ONU, écoutez son discours. Mais regardez comment il a réussi à vaincre la France, mais il n'humilie pas la France. Quand la France lui demande de l'invite, il vient. Il vient. Jamais un discours hostile à l'égard. Mais il a vaincu la France sur le plan géopolitique. Et sur le plan stratégique. Il a vaincu la France. Ça se voit dans leur rapport aujourd'hui. Avec ça, il a fallu travailler pour qu'on lève l'embargo militaire sur le pays, qu'on lève l'embargo sur le diamant. Ça a demandé un extraordinaire investissement diplomatique. Comment il a fait? C'est ça qui m'impressionne. Et ça fait qu'aujourd'hui, il a une référence dans les différentes trajectoires institutionnelles que le panafricanisme a empruntées. C'est une référence qui inspire en la matière, oui. Donc, c'est pour tout ça que je dis que il est le seul. Vous avez voulu que M. de Leguélé le remplace? Que M. Tondra le remplace, ces gens-là? De Leguélé, lui, c'est un agent français connu, il n'a même pas honte, décomplexé. Alors, voilà. Mais maintenant, on est fiers de voir, il y a d'autres, vous ne parlez pas d'anciennes figures majeures de la scène politique centrafricaine qui ont rejoint le président. Le président Dotoja a appelé à voter pour le président, l'ancien premier ministre, comment il s'appelle encore, Martin Ziguélé, par exemple. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, vous allez aussi dire que ceux-là sont les militants du Cœur Uni. Non, ça n'a rien à voir. C'est un soutien panafricaniste que j'apporte au président Touadéra. Il en est digne à tout point de vue. D'accord, Président Bandakani, nous avons abordé le thème de cette émission, de ce rendez-vous, de cette interview.
Est-ce que vous avez d'autres propos à rajouter sur ce que vous avez déjà dit jusqu'ici? Non, le combat continue. Le panafricanisme est solide. Il est solide. Il est très enraciné, historiquement sur le continent. Il est enraciné, il est solide. Et il ne sera jamais ébranlé par les actions réactionnaires de la France, de ses agents locaux et de l'impérialisme en général. Le panafricanisme est la seule voie de salut pour l'Afrique et pour les États africains. D'accord, Président Badakani, nous allons revenir sur quelques éléments que vous avez relevés lors de votre analyse. Vous avez dit concernant la monnaie nazie qu'on a imposée en Afrique en général, qu'une monnaie qui a servi à soumettre la France ne peut libérer l'Afrique. Vous avez dit concernant le panafricanisme et les panafricanistes qui n'encouragent pas des coups d'État, qui ne font pas de coups d'État, ils prennent acte d'un coup d'État. Vous avez dit concernant la différence entre les vrais panafricanistes engagés et les agents infiltrés de l'Occident, que vous, les panafricanistes, vous pariez sur le temps pour exposer les infiltrés. Vous avez dit, en ce qui concerne le président Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, qu'il est parmi les présidents le seul qui assume publiquement son estime au panafricanisme, et vous faites pareil, vous lui rendez la monnaie de sa pièce, car il en est digne. Président, vous allez terminer par une forte phrase. Vous avez dit, le panafricanisme est solide et très enraciné. Merci, Président Badakani, pour avoir répondu présent une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci aux internautes qui sont avec nous et qui nous encouragent dans les commentaires. À nous revoir pour une prochaine édition de Récap.